quand j'ai annoncé que j'avais été promu associé, le père de mon mari a dit « Et avec qui as-tu couché pour obtenir ça ?» Le verre de cava que je tenais s'est arrêté à mi-chemin de mes lèvres. J'étais dans la salle à manger privée du Heaven à Madrid, un restaurant gastronomique du centre-ville, entouré de toute la famille de mon mari, célébrant ce qui aurait dû être le moment le plus fier de ma carrière. L'annonce de ma nomination chez Vargas et Associates était arrivée ce matin-là à 9h15, faisant de moi, à 34 ans, la plus jeune associée commanditaire de l'histoire de la firme, vieille de 63 ans. Mon mari, Daniel, avait insisté pour organiser ce dîner afin de partager la nouvelle avec sa famille, et j'avais accepté, malgré mes réserves, car il semblait sincèrement ravi pour moi. Maintenant, son père, Guillermo Montoya, me regardait de l'autre côté de la table avec ce petit sourire qui me donnait la chair de poule, attendant ma réponse à sa question comme s'il venait de faire une plaisanterie spirituelle. Au lieu de m'accuser publiquement de me prostituer pour progresser professionnellement. Le silence dans la pièce oppressait mes oreilles. La mère de Daniel, Patricia, s'était figée, sa fourchette suspendue au-dessus de sa salade. La sœur de Daniel, Carolina, enregistrait avec son téléphone portable comme s'il s'agissait d'un spectacle. Et Daniel, mon mari depuis 6 ans, regardait son assiette comme si le motif sur la porcelaine était soudainement devenu fascinant. Je travaillais chez Vargas y Associados depuis 9 ans quand la décision a été prise, ayant commencé comme collaboratrice de première année à peine sortie de l'ICAD, où j'avais terminé 2e de ma promotion. Le cabinet se spécialisait en droit commercial ainsi qu'en fusion et acquisition, représentant des entreprises de l'IBEX 35 dans des transactions complexes évaluées à des centaines de millions d'euros. J'avais bâti ma réputation en travaillant 80 heures par semaine, en maîtrisant des réglementations boursières obscures et en développant une spécialisation dans les transactions transfrontalières que la plupart des avocats évitaient en raison de leur complexité. Mes heures facturables dépassaient systématiquement les 2004 cents par an, bien au-dessus de l'exigence du cabinet qui était de 2000. Mes indices de satisfaction client étaient les plus élevés de mon département. J'avais généré 4,3 millions d'euros de nouveaux contrats au cours des 3 dernières années grâce à mes contacts et relations professionnelles. Le vote pour ma nomination avait été unanime parmi les associés actuels, chose qui arrivait rarement. L'associé gérant, Ricardo Vargas, m'avait appelé dans son bureau ce matin-là pour me dire que la décision était l'une des plus faciles que le comité des associés ait jamais eu à prendre. Il avait spécifiquement mentionné mon esprit juridique exceptionnel et mon éthique professionnelle irréprochable. Maintenant, Guillermo Montoya suggérait que rien de tout cela n'avait d'importance, car sûrement une femme ne pouvait pas réussir grâce à sa compétence réelle. J'ai posé délicatement le verre de cava sur la nappe blanche, consciente que tout le monde me regardait, jaugeant ma réaction. « Excusez-moi, qu'est-ce que vous venez de dire ?» Ma voix semblait plus ferme que je ne me sentais, ce qui était une bonne chose car mes mains avaient commencé à trembler sous la table. Guillermo s'est adossé à sa chaise, son petit sourire s'élargissant. « Voyons, ma chérie, nous sommes tous des adultes ici. Une jeune femme arrivant dans un club social rempli d'hommes. Nous savons déjà comment fonctionne le monde réel. » Il a dit cela comme s'il me révélait un secret, comme si nous devions tous hocher la tête avec complicité et rire ensemble. Patricia a émis un petit son, n'approuvant ni ne désapprouvant, et a tendu la main vers son verre de vin. Carolina continuait d'enregistrer. Son téléphone était pointé pour capturer mon visage. J'ai regardé Daniel, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il me défende, qu'il dise à son père que son commentaire était complètement déplacé. Daniel s'est raclé la gorge. « Papa, ce n'est pas très approprié. » Sa voix était à peine un murmure et il ne me regardait toujours pas. C'était tout. C'était sa défense de mes 9 ans de carrière et de mes réussites professionnelles. Pas très approprié, comme si son père avait fait une blague légèrement risquée au lieu de me traiter de prostituée en public. Guillermo a agité la main d'un geste dédaigneux. « Oh, ne sois pas si sensible. Je dis juste ce que tout le monde pense. Vargas y Associados est un club de vieux amis. Cela l'a toujours été. La seule façon pour une femme de briser ce plafond est d'offrir quelque chose que les vieux veulent. » Et il m'a fait un clin d'œil. « Il n'y a pas de quoi avoir honte, ma chère. Tu as bien joué tes cartes. » Carolina a laissé échapper un petit rire, un jappement aigu d'amusement. « Mon Dieu, papa. Tu ne peux pas dire ça tout haut. » Et elle riait, elle ne m'a pas défendu. Patricia a posé son verre et m'a lancé un regard compatissant. « Guillermo a raison sur un point, ma chérie. Il est inhabituel pour quelqu'un de si jeune d'être associé,
Surtout une femme. Les gens vont parler. Tu aurais dû le savoir en acceptant le poste. Elle a dit cela comme si elle essayait d'aider, me mettant en garde contre les commérages auxquels je ferais face, ignorant complètement le fait qu'elle et son mari étaient ceux qui créaient ces commérages. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine, une clarté qui perçait le choc et l'humiliation. Ces gens ne me respectaient pas. Je n'avais jamais été respecté. Chaque dîner de famille depuis 6 ans, chaque fête, chaque célébration avait traité ma carrière comme un passe-temps adorable tout en louant le travail de Daniel en tant qu'analyste financier, comme s'il guérissait le cancer. Je m'étais convaincu qu'ils étaient simplement vieux jeux, qu'ils changeraient d'avis en voyant ma réussite. Je m'étais trompé. Je me suis levé de table, ma chaise grinçant sur le parquet. Je m'en vais. Daniel m'a finalement regardé, la confusion gravée sur le visage. Quoi? Pourquoi? Nous n'avons même pas encore commandé à manger. J'ai fixé cet homme que j'avais épousé. Cet homme qui s'était tenu à l'hôtel et avait promis de m'aimer et de me soutenir demandait maintenant pourquoi je partais après que son père m'ait publiquement accusé de coucher à droite à gauche pour devenir associé. Es-tu sérieux là? Il a regardé son père, puis moi. Papa plaisantait. Tu es trop sensible. Trop sensible. Ces mots ont été comme une gifle. J'ai attrapé mon sac au dossier de la chaise. Ton père vient de m'accuser de prostitution devant toute ta famille et ta réponse est que je suis trop sensible. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Guillermo a ri bruyamment et avec mépris. Vous voyez? C'est ce que je veux dire. Elle ne supporte pas la plaisanterie. Elle a probablement eu cette promotion parce que les hommes de sa firme ont trop peur de dire quoi que ce soit qui pourrait offenser l'avocate sensible. Patricia a hoché la tête comme s'il avait dit quelque chose de brillant. Les femmes d'aujourd'hui s'offusquent de tout. De mon temps, nous avions le cuir plus épais. J'ai quitté ce restaurant à 19h43 un vendredi soir qui aurait dû être une fête. Mes talons claquaient sur le sol en marbre du hall alors que Daniel m'appelait, me demandant de revenir et de ne pas faire de scène. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de ma meilleure amie Sofia dans le quartier de Salamanca, utilisant ma clé pour entrer car elle m'avait dit il y a des années que j'étais toujours la bienvenue. Elle m'a jeté un coup d'œil et a sorti une bouteille de vin sans demander ce qui s'était passé. Je lui ai tout raconté assise sur son canapé, ma voix tremblant de la colère que je retenais depuis le commentaire de Guillermo. Sofia connaissait la famille Montoya depuis des années. Elle les avait vus me rabaisser à chaque occasion et m'avait prévenu plusieurs fois que l'incapacité de Daniel à leur tenir tête était un énorme signal d'alarme que je continuais d'ignorer. Tu dois le quitter, a-t-elle dit quand j'ai fini, non pas comme une suggestion, mais comme un constat. J'ai secoué la tête, m'accrochant encore à l'idée que c'était récupérable, que Daniel réaliserait à quel point le comportement de sa famille avait été injuste une fois qu'il aurait le temps de réfléchir loin de leur influence. Mon téléphone vibrait constamment avec des messages de Daniel, demandant où j'étais et insistant sur le fait que nous devions parler. Je les ai tous ignorés et suis resté dormir dans la chambre d'amis de Sofia, trop épuisé pour affronter mon propre appartement. Le lendemain matin, je suis rentré chez moi à 9h30 et j'ai trouvé Daniel assis à la table de la cuisine avec un café et son ordinateur portable, comme si de rien n'était. Il a levé les yeux quand je suis entré. Où étais-tu? Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce que son père avait dit, seulement de l'irritation face à ma disparition. J'ai posé mon sac sur le comptoir. Chez Sofia. Où pensais-tu que je serais? Il a fermé l'ordinateur. Tu m'as fait honte hier soir en partant comme ça devant ma famille. Ma mère a passé le reste du dîner à pleurer parce qu'elle pensait que tu étais en colère contre elle. J'ai laissé échapper un rire sec et amer. Ta mère a passé le dîner à pleurer? Ton père m'a accusé de coucher avec des gens pour réussir, et ta mère est la victime ici? Daniel s'est levé sur la défensive. Il plaisantait. Tu sais comment est papa. Il fait parfois des commentaires inappropriés, mais il ne les pense pas méchamment. J'ai regardé mon mari, je l'ai vraiment regardé et j'ai réalisé que je ne reconnaissais pas l'homme devant moi. Il a passé sa main dans ses cheveux par frustration. Je lui ai dit que ce n'était pas approprié. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Je voulais que tu défendes ta femme. Je voulais que tu lui dises que j'ai mérité mon poste. Je voulais que tu étouffes son insinuation dégoûtante dans l'œuf au lieu d'attendre de voir si les autres trouvaient ça drôle. Le visage de Daniel est devenu rouge. Est-ce que tu exagères? Mon père était ivre. Il raconte n'importe quoi quand il boit.
Tout le monde le sait. Personne ne croit vraiment que tu as couché avec qui que ce soit pour être promu. Le fait qu'il défende l'ivrognerie de son père au lieu de me défendre moi rendait tout encore pire. J'ai pris un verre dans le placard et je l'ai rempli d'eau. J'avais besoin de faire quelque chose de mes mains avant de jeter quelque chose. Le problème n'est pas de savoir si les gens le croient, le problème est que ton père s'est senti à l'aise de le dire tout au long de ce qui était censé être une célébration de ma réussite professionnelle. Le problème est que ta mère était d'accord avec lui. Le problème est que ta sœur a trouvé ça assez drôle pour l'enregistrer. Et le plus gros problème est que mon mari pense que je surréagis à l'humiliation publique de sa famille. La voix de Daniel a monté. C'est ma famille, Lucia. Ils me connaissent depuis toujours. Tu les connais depuis 6 ans. Je ne vais pas gâcher ma relation avec eux parce que tu ne supportes pas une blague. Voilà. L'ultimatum qu'il évitait de voir depuis des années. Au bout du compte, Daniel choisirait sa famille plutôt que moi. Toujours, peu importe à quel point ils avaient tort, peu importe à quel point ils me blessaient. J'étais censé sourire et endurer parce qu'ils le connaissaient depuis plus longtemps. J'ai soigneusement reposé mon verre d'eau. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je vais m'installer dans un hôtel pendant quelques jours. J'ai fait une valise et je me suis enregistré dans un Melia, un hôtel de milieu de gamme qui semblait impersonnel et sûr. J'ai passé le week-end à revoir mes documents de carrière, sortant mes évaluations de performance, les témoignages de clients et les registres d'heures facturables, construisant un dossier pour prouver ce que je savais déjà. J'avais mérité mon poste. Prouver ma valeur semblait pathétique même pendant que je le faisais, mais j'avais besoin de voir les preuves noir sur blanc. Mon évaluation de première année décrivait mon travail comme exceptionnel, particulièrement dans l'analyse de valeurs complexes. Le rapport de deuxième année soulignait ma capacité remarquable à établir des relations avec les clients et à produire des résultats sous une pression extrême. Celui de la troisième année mentionnait mon potentiel de leadership et ma réflexion stratégique. Chacune des évaluations louait mes compétences techniques, mon éthique de travail et mon jugement. Pas une seule fois quelqu'un n'avait mentionné mon apparence ou suggéré que mon succès venait d'autre chose que de ma compétence professionnelle. J'avais des courriels de clients louant mon travail, me remerciant d'avoir sauvé des transactions qui semblaient impossibles, et me demandant spécifiquement de m'occuper de leurs futures affaires. J'avais des preuves de mon développement commercial, des accords que j'avais apportés au cabinet grâce à des relations que j'avais cultivées lors de conférences et d'événements de l'industrie. La documentation était écrasante et totalement hors de propos, car Guillermo Montoya avait déjà décidé de ce que j'étais, et rien de ce que je lui montrerais ne changerait cette opinion. Le lundi matin, je suis allé au bureau à 6h45, espérant éviter trop de monde pendant que je traitais encore tout cela. Mon assistante, Margarita, une femme d'une cinquantaine d'années qui était au cabinet depuis 23 ans, m'a félicité pour ma nomination dès mon arrivée. Elle avait préparé des biscuits aux pépites de chocolat fait maison pour fêter ça, qu'elle a laissé sur mon bureau avec une carte signée par le personnel de soutien. La chaleur sincère de son geste m'a mis les larmes aux yeux d'une manière que la cruauté n'avait jamais réussi à faire. J'ai passé la matinée à réviser des contrats pour un accord de fusion évalué à 340 millions d'euros, me perdant dans la complexité familière des accords d'acquisition et de la conformité réglementaire. Vers 11h, Ricardo Vargas est passé à mon bureau. Il avait 61 ans, l'associé gérant qui était au cabinet depuis 35 ans et qui avait guidé ma carrière depuis le premier jour. Lucia. Félicitations encore pour la nomination. C'est amplement mérité. Je l'ai remercié et j'ai essayé de me concentrer sur la discussion de l'accord de fusion, mais quelque chose sur mon visage a dû trahir mon mécontentement. Ricardo a fermé la porte de mon bureau et s'est assis à mon bureau. Tout semble aller bien. J'ai hésité à lui dire. Je me demandais s'il était approprié d'amener ma vie personnelle au bureau, ou si me plaindre des commentaires de mon beau-père me ferait paraître faible ou non professionnel, mais Ricardo m'avait toujours soutenu et j'avais confiance en lui. Je lui ai raconté ce que Guillermo avait dit, en gardant un ton professionnel et objectif. L'expression de Ricardo est passée de l'inquiétude à la fureur en l'espace d'une phrase. C'est complètement inacceptable, a-t-il dit quand j'ai fini. Lucia, je veux que tu comprennes quelque chose. Tu as mérité ta nomination par ton travail, tes relations clients et tes contributions à ce cabinet. Le vote a été unanime. Pas un seul associé n'a exprimé le moindre doute. Tu es ici parce que tu es une avocate exceptionnelle. Ces mots ont aidé, mais ils ne pouvaient pas effacer le fait que la propre famille de mon mari croyait le contraire. Ricardo s'est penché en avant.
Je suis dans ce métier depuis 35 ans. J'ai vu beaucoup de gens essayer de diminuer les réussites des femmes en suggérant qu'elles n'avaient pas mérité leur succès. C'est du sexisme pur et simple. Ne laisse personne te faire douter de ce que tu as accompli. Je l'ai remercié et il est parti, mais sa colère en mon nom est restée avec moi. Un associé gérant avec des décennies d'expérience avait immédiatement reconnu le commentaire de Guillermo comme une ordure sexiste. Pourtant, mon propre mari l'avait défendu comme une blague. Cette dissonance a résonné dans ma tête pour le reste de la journée. J'ai travaillé tard, facturant 14 heures sur l'accord de fusion et 2 affaires mineures, ne voulant pas retourner à l'hôtel et rester seul avec mes pensées. Vers 21 heures, mon téléphone professionnel a sonné, un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu professionnellement, m'attendant à un client. À la place, j'ai entendu la voix de Guillermo Montoya, légèrement empâtée par l'alcool. « Lucia, c'est Guillermo. Nous devons parler de ce qui s'est passé vendredi. » Je suis resté immobile, ma main serrant le téléphone. « Comment avez-vous eu ce numéro ?» C'était ma ligne directe au bureau. Elle n'apparaissait nulle part publiquement. Daniel me l'a donnée. « Écoute, Patricia est contrariée. Elle pense que tu es en colère contre elle. J'appelle pour arranger les choses. » L'audace m'a coupé le souffle. Il m'avait appelé sur mon numéro professionnel pour me dire que sa femme était contrariée, comme si c'était le problème à résoudre. Vous m'avez accusé de coucher avec des gens pour être promu devant toute votre famille. Je suis en colère contre vous. Guillermo a soupiré comme si j'étais difficile. J'étais ivre. D'accord ? Je raconte n'importe quoi quand je suis ivre. Daniel te l'a expliqué. Nous pouvons passer à autre chose. Cela cause des problèmes à Daniel à la maison et il est stressé par ça. Je me suis levé de mon bureau, trop en colère pour rester immobile. Vous m'appelez au travail pour me dire que votre fils est stressé parce que je ne veux pas faire semblant que vous ne m'avez pas humilié publiquement ? Le ton de Guillermo a changé, il est devenu plus dur. Une blague. Il continuait à appeler ça une blague. Ce n'était pas une blague, Guillermo. C'était une attaque sexiste contre mes réussites professionnelles, et le fait que vous ne voyez toujours pas la différence me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre caractère. La ligne est restée silencieuse un moment. Puis la voix de Guillermo est revenue, glaciale. Sais-tu quel est ton problème ? Tu penses que tu es meilleur que tout le monde. Tu penses que ce titre élégant est ce poste d'associé. Mais je suis dans les affaires depuis 40 ans et je sais comment fonctionne le monde. Les femmes comme toi n'entrent pas dans des cabinets d'avocats prestigieux sans offrir quelque chose de plus. Tu peux croire à ton propre mensonge, mais nous autres voyons la vérité. Je tremblais. La colère rendait ma voix instable. Les femmes comme moi ? Vous parlez des femmes qui travaillent 90 heures par semaine et génèrent des millions de revenus ? Des femmes qui ont terminé major de leur promotion à la faculté de droit ? Des femmes qui bâtissent leur carrière sur la compétence plutôt que sur les relations ? Guillermo a ri, durement et avec mépris. Continue de te raconter ça, ma chérie. Pendant ce temps, tout le monde dans ce cabinet d'avocats sait exactement ce que tu as fait pour arriver là où tu es. Ils sont juste trop polis pour te le dire en face. Il a raccroché avant que je ne puisse répondre. Je suis resté planté là dans mon bureau à 21h23, tenant mon téléphone et essayant de ne pas pleurer de pure rage. Guillermo m'avait appelé sur mon numéro professionnel pour réaffirmer son accusation et indiquer clairement qu'il n'avait aucune intention de s'excuser. Il avait aussi révélé quelque chose que je soupçonnais, Daniel lui avait dit où me trouver. Il lui avait donné mon numéro professionnel privé. Il avait permis ce harcèlement. Mon mari avait choisi le confort de son père plutôt que ma dignité. J'ai appelé Sophia et lui ai parlé de l'appel. Elle est restée silencieuse un long moment. Lucia, tu dois documenter cela. Chaque fois que tu interagis avec Guillermo, chaque fois que Daniel le défend, tu as besoin d'une trace écrite. Je lui ai demandé pourquoi et elle m'a expliqué qu'elle avait traversé un divorce difficile il y a 3 ans et avait appris à ses dépens que la documentation était primordiale. J'ai commencé un dossier cette nuit-là, notant tout ce que Guillermo avait dit au dîner et pendant l'appel téléphonique, enregistrant les réponses de Daniel et son manque de soutien. Cela semblait paranoïaque et extrême, mais l'insistance de Sophia m'a poussé à prendre cela au sérieux. J'ai également configuré mon téléphone de bureau pour filtrer les appels, m'assurant que Guillermo ne puisse plus me contacter directement. Le lendemain,
Daniel s'est présenté à mon bureau à 14 heures sans prévenir. Margarita m'a alerté par l'interphone que mon mari était là, et je lui ai dit de le laisser entrer, curieuse de savoir ce qui avait motivé cette visite. Daniel est entré l'air stressé, sa cravate desserrée et ses cheveux ébouriffés comme s'il y avait passé ses mains à plusieurs reprises. « Nous devons parler » a-t-il dit, fermant la porte de mon bureau derrière lui. J'ai désigné la chaise devant mon bureau. « Je travaille. » « Sois bref. » Il s'est assis, penché en avant, les coudes sur les genoux. « Mon père t'a appelé hier soir » m'a-t-il dit. Je me suis adossé à ma chaise, gardant une expression neutre. T'a-t-il dit ce qu'il a dit, ou juste sa version dans laquelle j'étais celle qui n'était pas raisonnable? Daniel s'est frotté le visage. Il a dit qu'il avait essayé de s'excuser et que tu l'avais attaqué. Tu l'as traité de mauvaise personne et tu lui as raccroché au nez. Le mensonge était si flagrant que j'ai presque ri. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ton père a appelé mon numéro professionnel, qu'il a obtenu de toi sans ma permission, pour me dire que sa femme est contrariée et que je dois passer outre sa blague. Quand je lui ai dit que ce n'était pas une blague, elle a dit que je pensais être meilleur que tout le monde et que tout le monde dans mon cabinet savait que j'avais couché à droite à gauche pour devenir associé. Le visage de Daniel est devenu rouge. Il n'a pas dit ça. Je ne dirai pas ça. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mon journal d'appel, lui montrant le numéro de Guillermo et l'heure. Veux-tu que je l'appelle tout de suite et que je lui demande de répéter ce qu'il a dit? Nous pouvons mettre le haut-parleur. Daniel s'est levé, agité. Cela devient hors de contrôle. Tu détruis ma famille pour quelque chose de stupide. Ma mère pleure tous les jours. Carolina est bouleversée. Mon père se sent attaqué. Tout ça parce que tu ne peux pas oublier un commentaire qu'il a fait quand il était ivre. J'ai posé mon téléphone avec précaution sur la table. Ton père a fait ce commentaire à jeun pendant le dîner. Ensuite, il m'a appelé ivre pour aggraver les choses. Il ne s'agit pas d'un commentaire. Il s'agit d'un schéma de manque de respect et de ton refus de défendre ta femme. La voix de Daniel a augmenté. J'en ai assez d'être au milieu. Veux-tu que je choisisse entre toi et ma famille? Et ce n'est pas juste. Je me suis aussi levé, lassé de cette conversation. Tu n'es pas au milieu, Daniel. Tu es de leur côté. Tu as été comme ça dès le début. Et appeler cela être au milieu est juste une façon d'éviter d'admettre que tu ne me soutiens pas. Il m'a pointé du doigt avec colère. Maintenant, tu sais quoi? Eh bien, peut-être que mon père a raison. Peut-être que tu as effectivement couché avec quelqu'un pour devenir associé, parce que la Lucia que j'ai épousée n'était pas si froide et vengeresse. Elle aurait ri d'une blague au lieu d'en faire toute une histoire. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing à l'estomac. Mon propre mari suggérait maintenant que je m'étais prostitué pour ma carrière. J'ai marché vers la porte de mon bureau et je l'ai ouverte. Dehors. Daniel m'a fixé. Quoi? Ma voix était d'un calme mortel. Hors de mon bureau. Nous avons terminé cette conversation. Il est parti, mais pas avant d'avoir dit qu'il resterait chez ses parents jusqu'à ce que je retrouve mes esprits et que je m'excuse auprès de sa famille. J'ai fermé la porte et je me suis assise à mon bureau, les mains tremblant tellement que j'ai dû les joindre. Mon mariage s'effondrait parce que je n'acceptais pas que mon beau-père me traite de prostituée. L'absurdité de la situation aurait été comique si elle n'était pas en train de détruire ma vie. J'ai appelé une avocate spécialisée en divorce cet après-midi-là. Son nom était Jimena Campos, associée dans un cabinet de droit de la famille avec 26 ans d'expérience dans les divorces à haut patrimoine. Son assistante a programmé une consultation pour moi le lendemain. Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre d'hôtel et j'ai fait une liste de tout ce que je voulais du divorce, l'appartement du centre-ville que nous avions acheté ensemble, mes propres fonds de pension et la moitié de nos économies communes. Je ne voulais pas de pension alimentaire, je ne voulais pas faire traîner les choses. Je voulais juste être libre de la famille Montoya et de leur dynamique toxique. La consultation avec Jimena a duré 2 heures. Elle a examiné ma chronologie des événements, a pris des notes sur le harcèlement de Guillermo et le manque de soutien de Daniel, et a posé des questions détaillées sur nos finances et nos actifs. C'est un cas clair de discorde conjugale découlant d'une interférence familiale, a-t-elle déclaré. En Espagne, le divorce est sans faute, vous n'avez donc pas besoin de prouver que Daniel a fait quelque chose de mal. Nous devons juste négocier un accord équitable. Elle m'a expliqué le processus, déposer la plainte,
notifier Daniel, échanger les états financiers, négocier les termes de l'accord et finaliser le divorce. Cela prendrait un minimum de 6 mois, en supposant que Daniel ne s'y oppose pas. Je l'ai autorisé à commencer à préparer la documentation. 3 jours plus tard, un huissier a remis les papiers du divorce à Daniel à son bureau. Je l'ai su parce qu'il m'a appelé à 16h37, criant si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « As-tu demandé le divorce sans même m'en parler ?» Sa voix était un mélange de surprise et de colère. J'étais dans mon bureau en train de réviser un contrat, complètement calme, car je savais que cet appel viendrait. Nous en avons parlé longuement. Tu m'as dit de m'excuser auprès de ta famille parce que j'étais contrarié par le harcèlement de ton père. Ce n'est pas un mariage dans lequel je veux être. La voix de Daniel s'est brisée. Lucia, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Ne fais pas ça. Maintenant tu veux arranger ça? Après avoir choisi ta famille à plusieurs reprises plutôt que moi, après avoir suggéré que j'aurais pu coucher avec quelqu'un pour obtenir une promotion, après m'avoir dit que j'étais vindicative et froide? C'est fini, Daniel. Tu auras besoin d'un avocat. Il a émis un son entre un rire et un ricanement. C'est fou. Tu jettes 6 ans de mariage pour une dispute stupide avec mon père. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Je mets fin à un mariage où mon mari permet à son père de me harceler sexuellement et le défend ensuite comme une blague. Il y a une différence. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. La décision était prise. Je n'étais plus piégé. Au cours des 2 semaines suivantes, Daniel a tout essayé pour me faire changer d'avis. Il a envoyé des fleurs à mon bureau avec des cartes d'excuses. Il s'est présenté à l'hôtel où je logeais, me suppliant de parler. Il a envoyé des courriels promettant de fixer des limites avec sa famille, mais chaque fois que je lui demandais de reconnaître que ce que son père avait dit était mal, il ne le pouvait pas. Il disait des choses comme « Papa n'aurait pas dû dire ça ». Le commentaire était inapproprié, sans jamais le nommer explicitement harcèlement sexuel et diffamation. Le plus proche qu'il ait été de l'admettre était de dire que son père aurait pu mieux choisir ses mots. Ce n'était pas suffisant. Je voulais qu'il dise « Mon père t'a harcelé sexuellement et j'aurais dû te défendre ». Il ne le pouvait pas. Sa loyauté envers Guillermo était trop profonde. Pendant ce temps, la procédure de divorce avançait. Jimena a déposé la plainte en invoquant des différends irréconciliables. Daniel a engagé un avocat, un homme nommé Stuart Phillips, spécialisé dans la protection des actifs des clients fortunés. La bataille juridique que j'avais espéré éviter a commencé à se matérialiser lorsque la première contre-offre de Daniel est arrivée, exigeant que je lui paie une pension alimentaire compensatoire et que je renonce à ma part de l'appartement. Jimena m'a appelé en riant. Son avocat essaie de le positionner comme le conjoint désavantagé parce que vous gagnez maintenant plus d'argent en tant qu'associé. Ça ne marchera pas, mais cela montre qu'ils vont se battre. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. 2 semaines après avoir demandé le divorce, j'ai reçu un courriel de la directrice des ressources humaines de mon cabinet d'avocats, une femme nommée Béatrice Fuentes ayant 18 ans d'expérience en RH. Elle voulait planifier une réunion pour discuter d'une question sensible liée à la conduite sur le lieu de travail. Je l'ai appelée immédiatement, confus sur ce qui pourrait justifier une réunion formelle des RH. Béatrice était professionnelle mais prudente. Je préférerais en discuter en personne. Pouvez-vous venir à mon bureau cet après-midi? J'ai accepté. J'ai passé le reste de la matinée distraite et anxieuse. À 14 heures, je me suis assise en face de Béatrice dans son bureau d'angle alors qu'elle sortait un dossier à mon nom. Lucia, nous avons reçu une plainte à votre sujet. Une plainte anonyme alléguant des relations inappropriées avec des associés seniors du cabinet. Mon monde s'est effondré. Quoi? Béatrice semblait mal à l'aise. La plainte allègue que vous avez eu des liaisons avec plusieurs associés du cabinet et que votre nomination en tant qu'associé était le résultat de ces relations plutôt que de vos qualifications professionnelles. Cela devait être Guillermo. Il avait appelé mon cabinet d'avocat et déposé une plainte anonyme dans le but de détruire ma carrière. Béatrice a continué, je tiens à préciser que nous prenons ces accusations au sérieux et que nous sommes obligés d'enquêter. Cependant, je veux aussi que vous sachiez que l'associé gérant, M. Vargas, a une totale confiance en votre conduite professionnelle et pense que cette plainte est malveillante. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer.
Guillermo essayait de me faire licencier, de détruire la carrière que j'avais bâtie, de prouver que ces accusations étaient vraies en forçant le cabinet à enquêter sur moi. Béatrice m'a remis une copie de la plainte. Elle était dactylographiée sur 2 pages. Elle affirmait que j'avais eu des relations sexuelles avec Ricardo Vargas et 2 autres associés seniors. Elle décrivait des cas spécifiques, rester tard au bureau avec Ricardo, assister à des dîners avec des clients seuls avec les autres associés, effectuer des voyages d'affaires que la plainte suggérait être en réalité des escapades romantiques. Chacune des accusations était basée sur des activités professionnelles normales, détournées pour paraître suspectes. Les soirées tardives avec Ricardo avaient été passées à travailler sur un accord important. Les dîners avec les clients étaient du développement commercial standard. Les voyages d'affaires étaient des déplacements légitimes pour des réunions avec des clients. Mais présenté ainsi, à travers le prisme de la suspicion, tout semblait incriminant. J'ai regardé Béatrice. Rien de tout cela n'est vrai. Toutes ces interactions étaient professionnelles. Elle a hoché la tête. Je vous crois, mais je dois quand même enquêter. Je devrais vous interviewer formellement, interviewer les associés mentionnés dans la plainte et examiner toute documentation pertinente. Le processus prendra environ 2 semaines. J'ai quitté le bureau de Béatrice à 15h15, sentant mon monde s'écrouler. Mon mariage se terminait, mon beau-père me harcelait et maintenant ma réputation professionnelle était attaquée. Je suis retourné à mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai appelé Jimena Campos. Guillermo Montoya a déposé une fausse plainte au département des RH de mon cabinet, m'accusant de coucher avec des associés. Jimena est restée silencieuse un moment. C'est de la diffamation et peut-être une interférence malveillante dans la relation d'emploi. Pouvons-nous le poursuivre? Elle a expliqué ce que je devrais prouver et a dit qu'elle aurait besoin de preuves que Guillermo a déposé la plainte et qu'il l'a fait avec une réelle malveillance. La nature anonyme de la plainte rendait les choses plus difficiles, mais pas impossibles. Elle a suggéré que j'engage un enquêteur privé pour recueillir des preuves de la campagne de Guillermo contre moi. Elle m'a donné un nom, Roberto Ivane, un ancien détective avec 23 ans d'expérience qui dirigeait maintenant un cabinet d'enquête privé spécialisé dans les affaires de diffamation. J'ai appelé Roberto ce soir-là et je lui ai expliqué la situation. Il a accepté l'affaire et a commencé par demander les relevés téléphoniques et de courriel pour retracer les communications de Guillermo. Au cours de la semaine suivante, Roberto a découvert un schéma qui était à la fois vindicatif et stupide. Guillermo avait appelé le numéro principal de mon cabinet 3 fois avant d'atteindre enfin les RH. Les appels ont été enregistrés dans le système téléphonique de l'entreprise avec des horodatage. Il avait également envoyé des courriels à mon cabinet à partir d'un compte ProtonMail qu'il avait créé spécifiquement à cette fin, mais il avait été assez imprudent pour y accéder depuis l'adresse IP de son domicile. Roberto a tracé l'adresse IP jusqu'à la maison de Guillermo à la Moraleja. Les preuves étaient solides. Pendant ce temps, l'enquête de Béatrice se poursuivait. Elle m'a interviewé pendant 3 heures, posant des questions détaillées sur chaque interaction avec les associés mentionnés dans la plainte. J'ai fourni mon calendrier montrant les objectifs professionnels de chaque réunion, chaque dîner, chaque voyage. J'ai fourni des courriels et des produits de travail qui prouvaient la nature professionnelle de toutes mes relations. Elle a ensuite interviewé Ricardo Vargas, qui était apparemment furieux des accusations, les qualifiant de tentatives transparentes de miner une avocate exceptionnelle. Les 2 autres associés ont fait des déclarations similaires. Béatrice a également examiné les journaux d'accès de sécurité qui montraient quand j'entrais et quittais le bâtiment, prouvant que mes soirées tardives au bureau n'étaient que cela du travail. Après 10 jours, Béatrice m'a rappelé dans son bureau. L'enquête est terminée. Nous n'avons trouvé aucune preuve à l'appui des allégations. Votre conduite professionnelle a été exemplaire. La plainte semble être malveillante et fabriquée. J'ai senti un soulagement m'envahir, immédiatement suivi par la colère. Pouvez-vous me dire qui a déposé la plainte? Béatrice a secoué la tête. C'était anonyme. Nous n'avons aucun moyen de retracer qui l'a envoyé. J'ai souri. J'ai engagé un enquêteur privé. C'est Guillermo Montoya, mon beau-père, qui l'a déposé. J'ai des relevés téléphoniques et IP qui le prouvent. Les yeux de Béatrice se sont écarquillés. C'est extrêmement grave. C'est de la diffamation et potentiellement du harcèlement criminel. J'ai remis à Béatrice des copies des conclusions de Roberto, elle les a examinées attentivement. Puis elle a passé un appel au conseiller juridique général du cabinet, un associé senior nommé Domingo Benitez,
qui était au cabinet depuis 30 ans. 20 minutes plus tard, j'étais assise dans une salle de conférence avec Béatrice, Domingo et Ricardo Vargas, tandis que Domingo examinait les preuves. C'est poursuivable, a déclaré Domingo. Guillermo Montoya a sciemment déposé une fausse plainte pour nuire à votre réputation professionnelle. Nous pouvons le poursuivre pour diffamation et interférence délictuelle. Le cabinet peut également le poursuivre pour abus de notre système de grief RH. Lucia, que voulez-vous faire? Nous soutiendrons toute décision que vous prendrez, mais je veux que vous sachiez que vous avez le soutien total de ce cabinet. J'ai repensé au sourire narquois de Guillermo lors de ce dîner, à son appel à mon bureau, à sa suggestion que tout le monde au cabinet savait que j'avais couché à droite à gauche pour être promu. J'ai pensé au refus de Daniel de me défendre, à son insistance sur le fait que j'exagérais. J'ai pensé au stress de l'enquête RH, aux nuits sans sommeil, me demandant si ma carrière était finie. Je veux le poursuivre, ai-je dit. Je veux que tout le monde sache ce qu'il a fait. Domingo a hoché la tête. Nous allons déposer une plainte en votre nom, diffamation, interférence délictuelle et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Nous demanderons également des dommages-intérêts punitifs, compte tenu de la nature malveillante de sa conduite. La plainte a été déposée devant les tribunaux de première instance de Madrid 3 jours plus tard. Elle était détaillée et accablante, décrivant l'accusation initiale de Guillermo lors du dîner, son appel harcelant à mon bureau et sa plainte anonyme à mon cabinet. Elle comprenait les relevés téléphoniques montrant ses appels à Vargas et associates, les journaux IP le liant au faux compte de messagerie et les déclarations de Béatrice et des associés confirmant que la plainte était fausse. La poursuite demandait 850 000 € de dommages-intérêts, 350 000 € pour atteinte à la réputation professionnelle, 250 000 € pour préjudice moral et 250 000 € de dommages-intérêts punitifs. Le journal LP a repris l'histoire 2 jours plus tard. L'article détaillait les accusations de Guillermo et les preuves qui prouvaient qu'il avait déposé la fausse plainte. Il mentionnait que j'avais été nommée associée à l'unanimité et que j'étais une collaboratrice exceptionnelle. Il soulignait que Guillermo possédait une société de promotion immobilière et n'avait aucun lien avec Vargas et associates. L'histoire est devenue virale, les blogs juridiques l'ont reprise et les utilisateurs de Reddit en ont discuté. Des avocats sur Twitter ont débattu du bien-fondé de l'affaire. Soudain, mon humiliation privée était de notoriété publique, mais la publicité était une lame à double tranchant. Cela signifiait aussi que tout le monde savait que Guillermo avait menti, qu'il avait essayé de détruire ma carrière par dépit, que son accusation initiale au dîner était un sexisme sans fondement. Daniel m'a appelé le jour où la plainte a été déposée, plus en colère que jamais. « As-tu poursuivi mon père? Es-tu folle ?» J'étais dans mon bureau, la porte fermée, prête pour cette confrontation. Ton père a déposé une fausse plainte auprès de mon entreprise dans le but de me faire licencier. Oui, je l'ai poursuivi. La voix de Daniel tremblait. C'est mon père. Tu détruis ma famille pour un commentaire stupide qu'il a fait. J'ai serré les mâchoires. Il a essayé de détruire ma carrière avec de fausses accusations d'inconduite sexuelle. Il ne s'agit plus d'un commentaire, il s'agit de diffamation et d'interférence délictuelle. Daniel a émis un son de frustration. Tu as changé. La femme que j'ai épousée ne ferait pas ça. Elle ne détruirait pas une famille. La femme que tu as épousée a dû changer pour survivre aux abus de ta famille. Et je ne détruis rien. Ton père l'a fait quand il a décidé que mon succès professionnel devait signifier que je suis une prostituée. Daniel a raccroché. Je suis restée assise, étrangement calme. Le mariage était fini, la plainte avait été déposée, tout était au grand jour. Plus besoin de faire semblant, plus besoin d'essayer d'arranger les choses, juste la vérité et les conséquences. Au cours du mois suivant, l'avocat de Guillermo, un procureur nommé Gregorio Fleming ayant 20 ans d'expérience en litige, a déposé une requête en irrecevabilité. La requête soutenait que le commentaire initial de Guillermo au dîner était une opinion protégée et qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes qu'il avait déposé la plainte au RH. C'était un argument faible, et notre réponse écrite l'a démoli. Nous avions les relevés téléphoniques, les journaux IP et une chronologie du harcèlement croissant de Guillermo. La juge, l'honorable Patricia Vann, avec 19 ans de fonction, a rejeté la requête en irrecevabilité et a fixé le procès à dans 6 mois. La phase de communication des preuves a commencé immédiatement. Nous avons demandé les relevés téléphoniques, les courriels et les documents financiers de Guillermo. Son avocat a résisté en déposant des objections à presque chaque demande,
mais la juge Van a tranché en notre faveur dans la plupart des cas. Ce que nous avons trouvé pendant cette phase était encore pire que ce à quoi je m'attendais. Guillermo m'avait fait l'objet d'une enquête obsessionnelle depuis l'annonce de ma nomination. Son historique de navigation montrait des dizaines de recherches sur mon nom combiné à des termes comme « scandale cabinet d'avocats » et « faute professionnelle d'avocat ». Il avait rejoint un forum en ligne où des hommes discutaient des femmes dans des milieux professionnels, publiant anonymement sur des avocates couchant pour obtenir des promotions et demandant des conseils sur la façon d'exposer une inconduite professionnelle. Il avait enregistré des articles sur d'autres affaires de diffamation de haut profil, cherchant apparemment des tactiques qu'il pourrait utiliser. La trace numérique était étendue et accablante, montrant la préméditation, la malveillance et une campagne systématique pour détruire ma réputation. La déposition de Guillermo était prévue pour début mars, 3 mois après le dépôt de ma plainte. J'y ai assisté, assise à côté de mes avocats tandis que Guillermo était assis de l'autre côté de la table de conférence avec Gregorio Fleming. Le sténographe judiciaire a fait prêter serment à Guillermo, et Domingo Benitez a commencé à poser des questions. Guillermo paraissait plus vieux qu'au moment de ce dîner, son visage émacié et son costume coûteux flottant sur son corps. Le stress de la poursuite portait ses fruits. Domingo a commencé par des questions de base sur la relation de Guillermo avec Daniel et moi, établissant le lien familial. Puis il est passé au dîner. Monsieur Montoya, au dîner du soir du vendredi 18 janvier, vous avez dit à Madame Lucia Herrera, avec qui as-tu couché pour l'obtenir? L'avocat de Guillermo a objecté, arguant que la question était provocatrice. La juge avait déjà statué que cette déposition pouvait avoir lieu, alors Domingo a répété la question. Guillermo s'est agité sur son siège. J'ai peut-être dit quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas exactement. Domingo a sorti une transcription de la vidéo de Carolina. Elle l'avait publiée sur Instagram ce soir-là avant de se raviser et de la supprimer, mais Roberto Ivane l'avait récupérée. La transcription montrait les mots exacts de Guillermo. Monsieur Montoya, cette transcription montre que vous avez dit, et je cite, une jeune femme devenant associée si rapidement dans un cabinet d'avocats plein d'hommes. Nous savons déjà comment le monde réel fonctionne, et il n'y a pas de quoi avoir honte. Ma chère, vous avez bien joué vos cartes. Vous souvenez-vous avoir fait ces déclarations? Le visage de Guillermo est devenu rouge. Si c'est ce que dit la transcription. Domingo est passé à l'appel téléphonique. 3 jours après le dîner, vous avez appelé Madame Herrera sur son numéro professionnel. Guillermo a hoché la tête. J'ai appelé pour m'excuser. Domingo a sorti les relevés téléphoniques. Ces relevés montrent un appel de votre téléphone portable vers le numéro professionnel de Madame Herrera, qui a duré 9 minutes. Qu'avez-vous dit pendant cet appel? Guillermo a regardé son avocat, qui a hoché la tête légèrement. Je lui ai dit qu'elle exagérait, que c'était juste une blague. Domingo s'est penché en avant. Vous lui avez également dit que tout le monde dans ce cabinet d'avocats sait exactement ce qu'elle a fait pour en arriver là. Guillermo a hésité. J'ai peut-être dit quelque chose comme ça. La déposition a continué pendant 6 heures. Domingo a passé en revue chaque détail avec Guillermo, le moment de ses appels à Vargas et Associates, la création du compte ProtonMail, sa plainte anonyme. Guillermo a essayé de nier avoir déposé la plainte, affirmant que quelqu'un avait dû utiliser son adresse IP à son insu. Domingo a présenté des preuves que Guillermo vivait seul et que personne d'autre n'avait accès à son ordinateur personnel. L'histoire de Guillermo s'est effondrée sous les questions. À la fin, il est devenu clair qu'il avait déposé la plainte et qu'il l'avait fait en sachant que les accusations étaient fausses. La transcription de la déposition aurait été dévastatrice au procès, mais nous ne sommes pas allés au procès. 2 semaines après la déposition de Guillermo, Gregorio Fleming a appelé Domingo pour discuter d'un accord. Guillermo voulait parvenir à un accord pour 200 000 € et un accord de confidentialité. Domingo a ri et a répliqué avec 750 000 € et des excuses publiques. Ils ont négocié pendant une autre semaine avant de s'entendre sur 600 000 € plus une déclaration publique. La déclaration que Guillermo devait publier dans LP disait « Je, Guillermo Montoya, reconnais avoir fait des déclarations fausses et diffamatoires à l'encontre de ma belle-fille, l'avocate Lucia Herrera. Je l'ai faussement accusée d'avoir obtenu sa nomination en tant qu'associé grâce à des relations inappropriées plutôt qu'à son mérite professionnel. Ces accusations étaient totalement fausses et faites avec l'intention malveillante de nuire à sa réputation. J'ai déposé une fausse plainte auprès de son employeur contenant des allégations fabriquées de toutes pièces.
Je regrette profondément mes actions et présente mes excuses à Madame Herrera, à Vargas et Associates, et à toutes les personnes affectées par ma conduite. La nomination de Madame Herrera en tant qu'associée était basée sur ses compétences juridiques exceptionnelles, son éthique de travail et ses réalisations professionnelles. La déclaration apparut dans LP le 15 avril. Le paiement du règlement est arrivé sur mon compte 3 jours plus tard. J'ai fait don de 400 000 € à des organisations qui soutiennent les femmes dans le droit et j'ai gardé les 200 000 € restants pour les frais juridiques et les impôts. La satisfaction de la victoire semblait quelque peu vide parce que les excuses de Guillermo étaient forcées, pas sincères, mais elles étaient publiques et permanentes. Quiconque chercherait mon nom sur Google trouverait non seulement l'accusation initiale, mais aussi le règlement et l'aveu qu'il avait menti. Ma réputation professionnelle était rétablie. Le divorce de Daniel a été finalisé 2 mois plus tard. Il s'était initialement opposé, réclamant une pension alimentaire et la moitié de l'appartement, mais sa position s'est considérablement affaiblie après le règlement avec Guillermo. L'aveu de diffamation de son propre père rendait difficile de soutenir que j'étais la personne vindicative. Nous sommes parvenus à un accord où je gardais l'appartement et mes fonds de pension. Daniel a gardé les siens, et nous avons partagé nos économies communes à parts égales, sans pension alimentaire pour l'un ou l'autre. Une rupture nette. J'ai signé le décret de divorce final le 22 juin au tribunal de la juge Vannes. Daniel n'était pas là. Son avocat a signé en son nom. Juste comme ça. 6 ans de mariage dissous par une ordonnance du tribunal et un partage des actifs. J'ai ressenti plus de soulagement que de tristesse. J'avais dépensé tellement d'énergie à essayer de faire fonctionner cette relation, à essayer de gagner le respect de la famille Montoya, à essayer de convaincre Daniel de donner la priorité à notre mariage sur le dysfonctionnement de ses parents. J'étais fatigué d'essayer, de céder, d'accepter moins que ce que je méritais. 3 mois après le règlement, Vargas et Associates a organisé une cérémonie formelle pour célébrer les nouveaux associés. Je suis monté sur scène dans la plus grande salle de conférence du cabinet alors que Ricardo Vargas me remettait une plaque commémorant ma nomination. Tout le cabinet était présent, plus de 200 avocats et membres du personnel. Ricardo a prononcé un discours sur mes accomplissements, mon intégrité et ma résilience. Il a spécifiquement mentionné les fausses accusations et la façon dont je les avais gérées avec grâce et force. Lucia Herrera incarne le meilleur de ce que ce cabinet représente, a-t-il déclaré. L'excellence dans la pratique du droit, une éthique inébranlable et du courage face à l'adversité. C'est un honneur de l'avoir comme associé. La salle a éclaté en applaudissements. Margarita pleurait. Sophia, que j'avais invitée, rayonnait. J'ai regardé tous ces visages des collègues qui m'avaient soutenu pendant l'enquête, qui avaient fourni des déclarations défendant mon caractère, qui n'avaient jamais douté de mon intégrité professionnelle. C'était ma vraie famille. Ces gens qui appréciaient mon travail et respectaient mes réalisations, au lieu de les miner par machisme et par volonté de me détruire plutôt que d'admettre qu'ils avaient tort. Après la cérémonie, Ricardo m'a pris à part. Hier, l'avocat de Guillermo Montoya m'a appelé. Les affaires de Guillermo sont en sérieuse difficulté. Plusieurs de ses clients majeurs ont résilié leur contrat après la publication de ses excuses dans LP. Il fait face à des difficultés financières. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à cette nouvelle, seulement une sorte de sentiment de justice lasse. Guillermo avait essayé de détruire ma carrière et avait fini par endommager la sienne. Ce n'était pas de mon fait, c'était une conséquence. 1 an après ce dîner dans le ciel de Madrid, j'étais assise dans mon bureau en train d'examiner des documents pour une fusion de 680 millions d'euros quand mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Lucia Herrera. La voix d'une jeune femme nerveuse. Madame Herrera, mon nom est Rebecca Travers. Je suis collaboratrice de 3e année au cabinet Travers. Je vous appelle parce que je traverse quelque chose de similaire à ce que vous avez vécu et j'espérais que vous pourriez me donner quelques conseils. Elle a expliqué que son associé gérant faisait des commentaires inappropriés sur son apparence et suggérait que son succès était dû à son physique plutôt qu'à son travail. Elle avait déposé une plainte auprès des RH et faisait maintenant face à des représailles. Elle avait lu des articles sur mon cas et se demandait si je serais prête à discuter de la façon dont je l'avais géré. J'ai planifié une réunion avec Rebecca pour la semaine suivante. Elle est venue à mon bureau, une femme d'une vingtaine d'années avec des cernes sous les yeux et un portfolio rempli de preuves documentant le harcèlement. J'ai passé 2 heures à lui expliquer le processus, tout documenté, trouver un avocat en droit du travail,
se préparer au coup émotionnel de la riposte. Je lui ai donné les coordonnées de Jimena Campos et je me suis proposé comme référence si nécessaire. Rebecca est repartie plus pleine d'espoir qu'à son arrivée. Au cours de l'année suivante, 5 autres femmes m'ont contacté avec des histoires similaires, harcèlement, diffamation, représailles. J'ai aidé chacune d'entre elles, les mettant en contact avec des ressources, partageant mon expérience, leur offrant mon soutien. J'ai réalisé que mon cas était devenu une feuille de route pour d'autres femmes menant les mêmes batailles, et cela me semblait significatif d'une manière que l'argent du règlement n'a jamais été. 2 ans après ma nomination, Vargas et Associates m'a élu au comité de direction du cabinet, faisant de moi l'une des 7 associés qui définissent la stratégie et la politique du cabinet. J'ai poussé pour des protocoles anti-harcèlement plus stricts, des formations obligatoires pour tous les avocats et de meilleurs systèmes de soutien pour les collaborateurs confrontés à des situations difficiles. Le cabinet a mis en œuvre toutes les recommandations. J'ai également commencé à donner des conférences dans des écoles de droit et lors de conférences professionnelles sur l'intersection du sexisme et de la diffamation en milieu professionnel. Mon histoire a résonné auprès de femmes de divers secteurs qui avaient fait face à des accusations similaires que leur succès devait être dû à leur genre, l'idée qu'elles avaient couché pour monter, que leur réalisation était d'une certaine manière illégitime. Le schéma était désolant de banalité, mais la résilience des femmes qui se battaient et gagnaient l'était tout autant. J'ai croisé Daniel une fois, 3 ans après notre divorce. J'étais dans un café près du palais de justice, prenant un latte avant une audience, quand je l'ai repéré dans la file d'attente devant moi. Il avait perdu du poids. Il avait l'air fatigué. Il s'est retourné et nos regards se sont croisés. Il y a eu un moment de reconnaissance maladroit avant qu'il ne s'approche. Lucia, salut. J'ai hoché la tête. Daniel s'est agité, mal à l'aise. J'ai vu que tu as gagné cette grosse fusion pharmaceutique le mois dernier. Félicitations. Je l'ai remercié et j'ai commandé mon café. Il s'est attardé près du comptoir de retrait. Je voulais dire que je suis désolé de la façon dont tout s'est passé. Tu avais raison au sujet de ma famille. L'excuse arrivait 3 ans trop tard pour avoir de l'importance. J'ai récupéré mon latte. J'apprécie que tu dises cela. Il semblait vouloir en dire plus, mais je suis parti avant qu'il ne le puisse. Ce chapitre de ma vie était clos. Je n'avais aucun intérêt à le rouvrir. 5 ans après avoir été nommé associé, j'ai été nommé responsable du département des fusions et acquisitions chez Vargas et Associados, dirigeant une équipe de 32 avocats traitant des transactions dans toute l'Espagne et à l'international. Ma rémunération annuelle dépassait les 2 millions d'euros. J'avais bâti la carrière que j'avais toujours voulu non pas en couchant à droite à gauche, mais en travaillant plus dur et plus intelligemment que presque tout le monde autour de moi. La satisfaction ne résidait pas dans les excuses forcées de Guillermo Montoya, ni dans le paiement du règlement. Elle résidait dans chaque transaction que je concluais, dans chaque client qui me demandait spécifiquement, dans chaque jeune avocate qui me disait que je l'inspirais. J'ai prouvé ce que j'avais toujours su, mon succès était mérité, légitime et basé uniquement sur ma propre compétence et mon dévouement. Guillermo Montoya a essayé de détruire cette vérité et a échoué. Son mensonge a duré peut-être 3 mois avant que les preuves et la réalité ne l'écrasent. Mes réalisations dureront toute ma carrière. C'est la différence entre la diffamation et les faits. Les mensonges s'effondrent sous le poids de la réalité et de l'examen minutieux. La vérité résiste à toute attaque. J'ai appris cette leçon à la dure, mais je l'ai apprise complètement, et maintenant je l'utilise pour aider d'autres femmes dont les vérités sont attaquées par des personnes qui ne peuvent pas accepter que les femmes puissent être brillantes, réussir et triompher sans devoir ce succès aux hommes. Nous le pouvons, nous le faisons et nous continuerons de le faire peu importe qui essaie de diminuer ce que nous avons gagné.